Très bien, donc bonjour et donc merci à l'AF de m'accueillir. Je sais que c'est souvent beaucoup d'organisations, puis aussi ils me prêtent leur carnet d'adresse parce qu'ils vous ont invités tous, donc merci beaucoup d'être venus tous et merci à ceux qui ont organisé quoi. Le graphiste, les gens qui font l'entrée en bas, etc. Voilà, c'est utile pour moi. Comment dire, donc je suis youtubeur, professionnellement je suis fondateur d'une petite start-up et j'ai vécu 3 ans en Australie, ce qui me donne quelques mots en anglais, donc je vous présente mes excuses pour ceux qui sont spécialement francophiles. J'aurai quelques mots en anglais dans la présentation. Ceci dit, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir plus de contact avec ce qui se passe au niveau international, notamment aux États-Unis, et du coup de savoir de m'apercevoir finalement que les hommes ont quelque chose à défendre malgré ce qu'en disent les féministes. Voilà. Et donc voilà, je me suis engagé sur YouTube depuis 3 ans pour les droits des hommes qui sont trop souvent bafoués par les féministes. Donc je peux faire une conférence effectivement pour la F. Aujourd'hui le sujet ça va être les valeurs familiales. Je suis capable aussi de faire des conférences sur simplement les droits des hommes ou sur d'autres sujets. Je serais ravi un jour que des féministes m'invitent, par exemple à la France Insoumise ou à des choses comme ça. Je suis assez persuadé que ça n'arrivera pas, mais je prendrai tout à fait l'invitation si ça arrive et je ferai un sujet adapté à leur sujet. Voilà. Donc avant de commencer, je voudrais poser une question aux hommes qui sont dans la salle. Si vous voyez un jour une femme se faire agresser dans la rue, qui d'entre vous interviendrait? Ok. Bon, c'était une question assez rhétorique. Question similaire dans le travail. Si vous voyez une femme ne pas être respectée au travail, qui d'entre vous interviendrait oralement auprès de son chef, par exemple? Un peu moins de personnes, mais voilà, quand même. Voilà, c'était 100% pour le premier, donc voilà, félicitations à vous. Je pense que vous pourriez presque vous applaudir. En France, il y a tous les ans 220 000 femmes qui sont battues et plus de 126 femmes, d'après le ministère de l'égalité, d'après l'AFP, qui sont décédées en 2019. Et une femme sur 5 a été victime de violences sexuelles au travail. Donc, je ne veux pas que mon genre de discours occulte les violences contre les femmes, et j'aimerais aussi couper court à toute critique, c'est-à-dire que il est de notre rôle en tant que société de défendre les droits et l'égalité des droits pour les femmes, et de faire qu'elles puissent vivre libres, heureuses et conformément à leur choix. Et j'insiste sur le conformément à leur choix. Voilà. Donc, aujourd'hui, on peut constater, depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis les années 70, un éclatement du mariage. Il y a de moins en moins de gens qui se marient. C'est pas si terrible quand même, il en reste quand même, mais on a une courbe assez flagrante. Donc le sommet des mariages, c'était en 1972, et depuis 65 à 75, il y a eu beaucoup de lois sur le divorce, sur, vous savez, l'IVG, etc. Et aussi sur l'échangeabilité des places dans le mariage. On a fait tomber la notion de chef de famille, par exemple, et depuis, il y a beaucoup moins de mariages. Les divorces aussi, c'est une toute petite courbe ici en bas, mais mine de rien, ça a plus que doublé. En 70, ça devait être 40 000. En 85, on est à peu près au maximum et ça restera à ce niveau-là. Du coup, aujourd'hui, le ratio, c'est vraiment le ratio qui a le plus changé. On a un divorce pour 2 mariages. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est les naissances hors mariage. Donc tout ça, ça s'est passé dans les années 80 finalement. Ça a été la décennie où il y a eu les changements. Et maintenant, ce qu'on peut étudier, c'est quels sont les impacts de ces changements 20 ans ou 30 ans après. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est l'élongation, alors attention aux yeux, voilà, l'élongation de sterne. Au début, on avait les gays et les lesbiens. Ensuite, on a rajouté les bisexuels, les transgenres, les transsexuels, les queers, les questioning, les intersexes, les alliés, parce qu'il en faut, ça c'est pas une orientation, c'est juste être allié à eux, les asexuels, les pansexuels, et j'ignore pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rajouté par exemple les gender fluides ici, ou d'autres termes. Donc c'est assez amusant de savoir dire ce mot-là, je me suis beaucoup entraîné pour savoir le dire à l'antenne, donc ce sont les LGBTQIAAP. Voilà. On pourrait se dire que c'est dû à une baisse de la chrétienté. J'ai ici le graphe de la fréquentation des églises. Donc, en 52, on avait 81% des Français qui se disaient catholiques, et en 2010, on n'a plus que 64% des Français. Avec un petit pic en 72, justement, ça a été toute cette époque de révolution culturelle, on va dire. Et en 52, on avait 27% de pratiquants de Français, et en 2006, 4,5%.
On pourrait dire que c'est totalement dû à ça ou totalement dû à la loi, mais je crois plutôt que c'est un ensemble. Ça a été la culture, vous savez, de mai 68, c'est une assez grande évidence. Ça a été effectivement la base de la chrétienté, ça a été l'évolution de la loi, et ça a été, je pense aussi, le travail intensif des féministes. De quoi on peut s'apercevoir aussi? Là, je vous fais un petit panorama de la famille. Là, je pense aux enfants. On remarque que le niveau d'éducation baisse. Ils sont de moins en moins bons en calcul. Comment dire, ça, c'est un graphe du ministère de l'Éducation. L'année était indiquée dessus. Hop, je n'ai plus l'année, mais voilà. Et qui montre l'évolution des performances en calcul des élèves. Donc, on ne peut pas encore dire que c'est corrélé, pas avant la présentation, mais on peut dire qu'il y a un certain problème qui se dégage. Voilà. Je voudrais vous citer une citation du garde des Sceaux de 1975, qui nous a dit de manière absolument extraordinaire, il ne s'agit pas, comme certains peuvent le penser, il parlait d'une nouvelle loi sur le divorce, d'augmenter le nombre de divorces ou de faciliter le divorce. Nous avons un cas de divorce en France pour 9 mariages, c'est important, mais c'est tout de même une minorité. Le mariage est une institution solide en France. Il a dit ça en 1975, et après on a eu la décennie de 80-85. Vous savez, Goldman qui écrit la chanson « Elle a fait un bébé toute seule ». On a eu voilà, toute cette inclusion culturelle du fait qu'il y avait de plus en plus de femmes célibataires et de rupture de mariage, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nuit, du coup, à l'unité de la famille, telle qu'on la voit ici? Je voudrais commencer par le travail. Désolé de passer de famille au travail, mais c'est quand même très très imbriqué. J'ai pris la page de l'INSEE sur les écarts des revenus au sein des couples. Et c'est indiqué ici, en 2011, aux âges actifs, 3 femmes en couple sur 4, 3 sur 4, gagnent moins que leur conjoint, en tenant compte des revenus annexes comme la retraite et le chômage. En moyenne, les femmes contribuent à hauteur de 36% aux revenus du couple. Donc il ne s'agit pas ici de faire le procès des femmes, c'est pas pour ça que je fais la présentation. C'est pour dire que voilà, ça fait 30 ans qu'on nous bassine avec le féminisme. Les femmes d'ailleurs ont toujours travaillé. Si on retourne en 1800, on a des témoignages de femmes qui travaillent, on a des témoignages dans les mines, etc. Ça a toujours été un sujet. Mais on nous bassine en nous disant qu'il faut qu'on atteigne un certain quota au travail. Et malgré tout, en 2011, on a encore seulement 36% des revenus du couple qui sont apportés par les femmes. Donc les femmes, on les incite à travailler, mais on dirait qu'elles ont un certain freinage et qu'elles ne prennent pas la vie professionnelle aussi rapidement que ce que le prétendent, qu'elles n'avaient pas une autant grande envie de prendre la vie professionnelle que ce que le prétendent les féministes. 36%, ça veut dire aussi que les hommes gagnent donc les 2 tiers dans le foyer et les femmes 1 tiers. C'est-à-dire que les hommes gagnent 2 fois plus dans un foyer. Donc on peut voir ici que c'est pas dû aux inégalités de salaire. Si on gagne 2 fois plus, c'est qu'on est à temps plein, ou c'est que la femme s'est arrêtée pour faire des enfants. C'est que ça peut être aussi que les gens ont des aspirations différentes et moi, chez mes parents, par exemple, mon père a toujours beaucoup travaillé, il était directeur d'un lycée, et ma mère a toujours fait du bénévolat. Et je crois que c'est à peu près ça l'image. Ça ne veut pas dire que la femme est au repos à la maison, ça veut dire qu'elle va faire d'autres choses. Et mon père a toujours été ravi de financer sa femme, c'était un devoir pour lui, de faire du bénévolat, et donc il en faisait sous la forme de financer sa femme, de façon à ce qu'elle puisse faire du bénévolat. Voilà. Donc, toutes les inégalités que le ministère de l'égalité nous prétend, quand on voit ce chiffre de 36% et que les hommes gagnent encore 2 fois plus que les femmes, c'est clair qu'il y a autre chose qui se joue que juste une différence de salaire sur place. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Alors, la raison, c'est que les femmes choisissent, c'est ce qu'on voit dans les graphes, souvent leur orientation par plaisir, c'est-à-dire qu'elles font un mix entre comment dire, l'envie d'avoir un travail, mais aussi l'envie d'avoir un travail qui leur plaît, qui ait de la signification pour elles. Et c'est quelque chose qui me fait assez rigoler quand je regarde les proportions des filles dans les classes prépa des grandes écoles. Donc, si on prend les prépas scientifiques, on a 30% de filles, les prépas éco, on a 55% de filles, et les prépas littéraires, plus de 70% de filles.
Idem dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de commerce, on a beaucoup moins de filles en ingénieur, beaucoup plus de filles en école de commerce. Il faut savoir que les écoles de commerce, c'est aussi beaucoup de management, beaucoup d'interactions avec des gens. Et par contre, ça rapporte beaucoup, les écoles de commerce. Autant le littéraire, je ne suis pas persuadé que ça rapporte beaucoup, autant les écoles de commerce, elles ont ici l'opportunité d'avoir une carrière très très intéressante. Hop. Donc, on a promis aux femmes l'idée qu'elles pouvaient investir au travail, mais elles ne se sont pas ruées sur les jobs de construction du monde tels que l'entendent les hommes. C'est-à-dire construire, j'aime bien l'expression construire des empires, mais voilà, moi j'ai une entreprise, j'ai été ingénieur parce que j'aimais construire des choses, construire des logiciels en l'occurrence, etc. Et c'est pas la même façon dont les femmes l'entendent. Donc il y a toujours cette différence sexuée, et quand Marlène Schiappa nous parle de l'égalité parmi les ingénieurs, si les femmes ne souhaitent pas être ingénieurs, je trouve ça anormal de les y forcer. Et là, j'ai beaucoup d'exemples, parce que voilà, j'ai été ingénieur, donc j'ai eu beaucoup de collègues qui étaient féminines à l'école, et puis j'ai pu suivre leur parcours depuis assez jeune. Et j'en connais une, par exemple, après ses études d'ingénieur en électronique, elle a programmé des drivers d'écran pendant 5 ans. Et elle a toujours extrêmement déprimé. Ça a été une épreuve terrible pour elle de rentrer dans son entreprise à Paris. En plus, à Paris, vous êtes entouré d'énormément de gens, donc vous êtes vraiment insignifiant. Et de se retrouver dans un cube de travail et de devoir programmer ces drivers d'écran. Je crois d'ailleurs que ça n'a pas de signification pour le grand monde. C'est juste un travail. Et ça l'a rendu drôlement triste. Et moi, quand je lui ai posé la question, ce qu'elle m'a répondu après, je sais pas trop, 7-10 ans de carrière, elle a dit, moi j'aurais toujours aimé faire de la bio. Donc voilà, je pense que quand les féministes essayent de forcer les femmes à faire de l'ingénierie parce que les hommes le font, parce que ça rapporte, et parce que c'est là que les hommes sont et qu'il faut 50% de femmes à cet endroit-là, je pense que c'est vraiment une erreur. Et il me semble que les femmes l'expriment à travers ce genre de graphe. Il faut que les gens aient le choix de faire le travail qu'ils veulent, et à partir du moment où ils ont le choix, c'est normal d'avoir des différences entre les sexes. J'ai pas pensé à rajouter le graphe, mais on a quelque chose qui s'appelle le Gender Equality Paradox. C'est un graphe sur lequel on indique l'index d'égalité homme-femme dans un pays, c'est-à-dire il est calculé sur les droits des femmes, le progrès, etc. Bon, c'est un index assez composé, et en ordonnée, c'est le nombre de femmes dans les STEM, dans les métiers de l'informatique. Et on remarque une corrélation. Et c'est pas les pays où on est le plus féministe, c'est là où il y a le moins de femmes dans les STEM. C'est-à-dire que quand les femmes ont le choix, finalement, elles s'orientent moins vers les STEM que, par exemple, en Tunisie ou au Maroc, où les STEM, c'est les sciences techniques, l'ingénierie et les mathématiques. Que, par exemple, en Tunisie ou au Maroc, où elles vont plus en faire. Donc, c'est pas parce qu'on fait plus d'égalité qu'on retrouvera plus de femmes ingénieurs. Voilà, c'est vraiment une erreur de penser de cette façon-là. Quand on reprend ce graphe, on s'aperçoit aussi, alors il faudrait le prouver par d'autres graphes, mais j'en ai pas ici, mais on s'aperçoit que les femmes ont souvent tendance à choisir des filières qui sont bouchées parce qu'elles sont intéressantes. J'ai une copine qui veut faire du théâtre, et c'est difficile de devenir actrice dans le théâtre. Il y a beaucoup de demandes et il y a peu d'offres. Etc. Et ce que ça veut dire quand vous êtes dans une filière bouchée, alors non seulement votre salaire va être plus difficile à négocier, il va être plus bas parce que vous êtes remplaçable pour l'employeur, mais aussi l'employeur, il en a rien à faire de vous. Il peut vous virer à tout moment, et c'est particulièrement ce genre de filière-là où on est harcelé. Donc, je connais quelqu'un d'autre qui a fait de la biologie, qui est devenu effectivement ingénieur en agronomie, etc. Et elle dit que effectivement c'est un secteur bouché et on est extrêmement harcelé dans ce genre de secteur. Donc voilà, comment dire, si les femmes continuent de s'orienter vers des secteurs où elles sont moins désirées, elles continueront d'être harcelées dans ce genre de secteur. Donc il faut faire attention quand on parle d'égalité et quand on parle de harcèlement. Peut-être que les hommes sont moins harcelés, et quoi qu'on le calcule, on ne fait pas beaucoup de statistiques dessus, mais surtout, il faut voir quelle est l'orientation qui a été choisie, parce que ça peut dépendre beaucoup, suivant qu'on est ingénieur en bio ou ingénieur en électronique. Voilà. L'électronique est beaucoup plus geek. Je poursuis sur cette fille qui me sert de très bon exemple. Hop.
À 35 ans, donc, elle était toujours célibataire. Elle a vraiment, elle s'imaginait en tant que cadre dynamique, et donc elle a essayé de progresser jusqu'à ce qu'elle le soit. Elle était toujours célibataire et triste parce qu'elle a jamais réussi à résoudre ce côté professionnel. Et elle a dû, à un moment de sa vie, faire des concessions en se disant « Ok, c'est moi qui vais payer la maison, c'est moi qui vais trouver une maison et prendre un copain et l'héberger. » Et du coup, elle a trouvé un copain. Et je trouve ça amusant, alors c'est un exemple individuel, mais je trouve ça amusant parce que le copain, c'est quelqu'un qui est en échec professionnel, mais qui était en échec scolaire. C'est-à-dire que dès qu'il a un CDI, il l'abandonne. Il ne supporte pas, il arrive parfois à passer la période la fin de période d'essai, mais il ne supporte pas de rester en CDI. Il a une phobie du travail. Et de même, il était en échec scolaire. Et ça, c'est quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est que dans tous les pays où on a du féminisme, enfin plus on a de féminisme dans les pays, plus les garçons sont en échec scolaire. J'ai 2 ou 3 graphes plus tard pour vous le présenter, mais du coup là c'est l'exemple qui personnifie cet échec scolaire. C'est cette personne, elle s'est mariée avec quelqu'un qui ne rapporte pas beaucoup à la maison, et la fois où je l'ai retrouvée, elle était extrêmement stressée parce qu'elle avait comment dire les frais de la résidence, les frais collectifs de la résidence à payer, c'était 10 000 € pour refaire la façade, et elle les avait pas, et elle stressait énormément pour son emprunt. Donc, et en plus, ils ont un enfant, et ça reste elle qui s'occupe en majorité de l'enfant. Si vous voulez, il n'y a rien qu'à marcher dans cette histoire. Au final, elle incarne un peu l'idéal féministe. Elle a tout réussi en tant que elle n'est pas elle-même féministe d'ailleurs, mais elle a tout réussi. C'est un peu l'idéal parfait. Elle a réussi à être ingénieure. Elle a réussi à être cadre dans une grande entreprise, elle a réussi à ce que ce soit elle qui soit la personne principale qui gagne l'argent dans le foyer, et au final, elle a été triste jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce qu'elle se trouve un copain vers 35-38 ans, et c'est pas du tout une vie que je lui envie, et aujourd'hui, elle est extrêmement stressée par la maison. C'est pas, comment dire, c'est pas une belle histoire à raconter en tant que féministe. Voilà. Alors, pardon, en tant que féministe. Donc on ne lui avait pas dit, voilà, on ne lui avait pas dit que le féminisme s'accompagne dans tous les pays où ça se développe d'un décrochage scolaire des garçons. On lui a pas dit que le travail c'était une compétition beaucoup plus qu'elle le croyait, et que si on est perdant à cette compétition, on se retrouve coincé face à un ordinateur et à ne parler qu'à un ordinateur toute la journée. Et on ne lui avait pas dit que si elle a le choix de travailler, les hommes autour n'ont pas vraiment le choix. Parce que les femmes, le féminisme a donné aux femmes une option. Elle a donné aux femmes l'option en plus de pouvoir travailler et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans leur carrière que ce qu'on leur promettait avant. Si avant on les cantonnait éventuellement au rôle de couturière ou des choses comme ça c'était condescendant, et j'approuve l'idée que c'était condescendant. Aujourd'hui on les incite avec des grandes images comme ça à se projeter dans le monde du travail et à se voir en tant que cadre dans une entreprise internationale, consultante, faire de l'audit, etc. Et les écoles sont assez obligées de faire ces publicités-là parce qu'on juge les écoles suivant leur taux de féminisation aussi. Et on jugera les entreprises aussi suivant leur taux de féminisation. Je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de quotas réels en entreprise, mais c'est quelque chose pour lequel les investisseurs pressent de nos jours parce que on sait que ça va arriver, quoi. Donc les entreprises, si elles veulent garder et avoir des femmes qui restent, elles sont obligées de faire énormément de publicité et d'avoir un programme pour attirer spécifiquement les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes ont une autre option, c'est effectivement celle de vivre leur maternité, d'être mère, et puis elles ont une troisième option éventuellement, c'est celle simplement de se trouver un copain qui soit comme mon père, qui trouve ça honorable de financer quelqu'un qui fait du bénévolat, et qui du coup l'autorise à être à la maison sans avoir besoin de rapporter de l'argent. Donc elles ont 3 options. Et donc les entreprises sont obligées de recruter des femmes. Si elles veulent avoir 50% de femmes au premier niveau de management, par exemple, il faut qu'elles en aient plus que 50% en dessous, parce que sur le trajet, il y aura des femmes qui vont quitter, notamment une autre copine que je connais qui s'est mise à faire du théâtre. Voilà, c'est une option possible. Et pour ça, il faut recruter plus de 50% de femmes au niveau 0 si vous voulez avoir des chances d'avoir 50% au niveau du management. Les seuls quotas, à ma connaissance, qui existent aujourd'hui, c'est dans les conseils d'administration. Donc là, c'est autre chose, parce que les membres des conseils d'administration sont décidés plutôt par les actionnaires ou par diverses règles, mais plutôt du côté des actionnaires. Et le quota, c'est qu'il doit y avoir 40% de femmes au conseil d'administration
ou moins de 2 personnes de différence si le conseil d'administration est petit. Donc 6 femmes, 4 hommes, ça convient, mais pas plus que ça. Voilà. Donc, au titre des inégalités de salaire, c'est un sujet qui revient tout le temps. Je pense que c'est vraiment le premier facteur qui convainc les femmes, et les hommes d'ailleurs, d'adhérer au féminisme. C'est quelque chose qui répulse tout le monde. L'idée qu'on puisse payer moins une femme juste parce qu'elle est une femme. Et c'est vraiment la rhétorique qui est lancée. Il y a énormément de vidéos dessus. J'ai fait même une playlist, je crois j'ai une quinzaine de vidéos dessus. Il y a énormément de vidéos sur le sujet, mais Ozan Leff est un de ceux qui l'étudie le mieux. Parce qu'il ne s'arrête pas au point superficiel, il ne s'arrête pas juste à démontrer que l'étude n'est pas complète. Il est allé chercher, notamment, donc, bon, vous avez tous entendu Éric Zemmour hier soir. Qui a regardé Éric Zemmour hier soir? Ok, tout le monde, face à Marlène Schiappa. Il a repris Marlène Schiappa qui lui disait, Marlène Schiappa lui disait, il y avait entre 27 et 9% de différence, 27 à travail inégal et 9% de différence à travail égal. Et donc Éric Zemmour a repris Marlène Schiappa en lui disant, ce n'est pas 27%, c'est le chiffre qu'elles avancent tout le temps, mais c'est 27% en mélangeant tout, en mélangeant même les temps pleins et les temps partiels. Le chiffre à 9%, Marlène Schiappa dit que c'est à travail égal. Mais ceci dit, elle le précise à chaque fois, elle dit c'est à poste égal et c'est à secteur d'activité égal. Mais même à poste égal, on ne fait pas forcément le même travail. Moi je suis ingénieur, une copine peut être ingénieure, on n'est pas obligé de faire le même travail. J'ai des copines qui étaient meilleures que moi et elles faisaient juste un meilleur travail que moi, et des fois il faut avouer qu'on est dépassé. Donc à poste égal, on n'est pas forcément la même personne. Ces études-là n'étudient pas non plus à temps de travail égal. Les hommes sont 34% à faire des heures supplémentaires, les femmes sont 17% à faire des heures supplémentaires. Ça, c'est les chiffres qui sont indiqués sur inégalité.fr, l'Observatoire des inégalités. Alors, ils prennent souvent leurs sources d'autres endroits, donc je ne connais pas de mémoire la source de ce chiffre-là, mais voilà. Donc 34% et 17%, c'est moitié plus d'heures supplémentaires du côté des hommes. Donc je voudrais juste que vous vous imaginiez, si un homme travaille 40 heures par semaine au lieu de 35 pendant un an, il a travaillé 15% plus. Donc sur cette année-là, si les heures supplémentaires n'ont pas été mesurées ou payées, c'est normal qu'il soit payé plus. Mais ça, c'est juste sur cette année-là. Mais il a aussi acquis 15% d'expérience en plus. Donc ça veut dire qu'à nombre d'années de travail égal, on a une expérience différente. Et moi, en tant qu'ingénieur, ça se remarque beaucoup, les gens qui sont bons en programmation, c'est les gens qui sont tombés dans la programmation à l'âge de 7 ans. C'est pas forcément les gens qui ont commencé à 20 ans. Donc il y a des disparités comme ça, et quelqu'un qui est vraiment passionné, il va y passer aussi ses soirées sans vraiment compter ce temps-là. Donc voilà, pour tout ce genre de raisons, c'est quasiment impossible de comparer le travail, et c'est vraiment difficile de mesurer à travail égal. Ozan Leff donc va plus loin. Il va vraiment en profondeur donc sur ces deux vidéos-là, donc pour en finir avec le mythe du plafond de verre et pour en finir avec le mythe de l'écart salarial. Il va plus loin et il mesure la performance. Hop, la performance. Voilà. Et il trouve des études qui montrent que peu importe combien est-ce qu'on avantage les femmes, même si on leur donne 10% de salaire en plus parce qu'on s'attend à des résultats au niveau de l'égalité, les hommes travailleront toujours plus, parce qu'ils ont vraiment besoin de ce travail. Ils ont vraiment besoin de rapporter. Pourquoi? Parce que les hommes, nous, on n'a pas forcément le choix. On peut faire du théâtre, effectivement, mais il y a relativement peu de personnes qui vont accepter de nous financer à la maison. Et notre autre façon de nous exprimer, c'est le travail. Et c'est là qu'on va construire des empires au travail, qu'on va aller abandonner notre terre natale pour aller à l'étranger. Par exemple, les bitcoins, c'est la nouvelle frontière numérique. Du coup, les bitcoins se sont détenus en immense majorité par les hommes. Voilà, on a tendance à expérimenter pour essayer d'aller trouver le succès. Pourquoi? Parce que sans ça, on a du mal à être reconnu par les femmes. Et là, j'insisterai, c'est que les femmes, malgré le féminisme, les femmes elles-mêmes n'ont pas changé. Le féminisme fait pression pour que les hommes changent énormément, mais il dit juste aux femmes d'aller travailler. Bon, c'est un changement énorme, mais elles n'ont pas changé dans leur goût, c'est-à-dire qu'elles restent attirées par des hommes qui gagnent plus. On l'a vu, c'est la première statistique, 75% des femmes ont un mari qui gagne plus qu'elles. Donc on pourrait dire que c'est la différence de salaire, l'inégalité de salaire, etc. Mais c'est peut-être aussi simplement un choix. Les femmes ont peut-être du talent pour reconnaître les hommes avec du potentiel et abandonner ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc voilà, pour Ozan Leff,
si vous voulez, les hommes sont prêts à mourir au travail. On a, je crois, 17 fois plus d'hommes qui meurent au travail que de femmes. C'est sur l'ordre de 500 personnes en France. Mais les hommes seront prêts à mourir pour finir un chantier plus vite. Ils feront une imprudence, quelque chose comme ça. Alors les féministes diront qu'est-ce qu'ils sont imprudents, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, etc. Mais quelque part aussi, ils ont la pression pour ramener l'argent au couple. J'ai trouvé une super illustration pour ça. Voilà, j'ai trouvé une fantastique illustration pour ça. C'est le taux de femmes et d'hommes aux États-Unis, en 1890. Donc c'est une vieille carte. Désolé, j'essaie de faire l'ajustement. C'est une vieille carte de 1890. Donc c'est un petit peu après la ruée vers l'or. Là, en rose, on voit là où il y a plus de femmes que d'hommes dans la population. C'est la partie rose. En jaune, c'est là où il y a entre 0 et 5% de plus d'hommes que de femmes, ici en jaune. En jaune un peu plus foncé ici, c'est entre 5 et 10%. En jaune plus foncé ici, c'est entre 10 et 20%. Et en rouge ici, c'est au-delà de 20% d'hommes de plus que de femmes. Donc moi, ce que je lis à travers cette carte, ça peut être dû à la natalité, mais il faudrait qu'il y ait des sacrées hormones dans l'eau pour que les gens naissent de manière aussi différente. Ce que je lis sur cette carte, c'est que là, c'est la partie colonisée. On a un espace mixte. Il n'est pas spécialement féminin, hein, c'est que entre 0 et 5%, donc c'est un espace plutôt mixte ici. Et plus on va par là, et plus on a un espace masculin. Donc les hommes, je suppose, parce que c'est aussi ce que l'histoire me dit, vont jusque dans le Far West. Ils vont conquérir la nouvelle frontière. Ils vont aller trouver du travail là où à la maison ils ne sont rien finalement, et ils vont essayer d'aller construire leur empire pour essayer de pouvoir séduire une femme. Et je suppose, disons qu'à l'époque, peut-être que les travails, peut-être qu'on les réservait, ou certains privilèges, peut-être qu'on les réservait spécialement aux femmes, et qu'on disait aux hommes, pars de la maison, il faut que tu ailles toi-même créer ton espace. Donc voilà, dans ce genre de carte-là, je vois vraiment l'image de la ruée vers l'or, et du fait que les hommes vont travailler, vont partir de chez eux pour aller travailler, quoi. Hop. Voilà, aujourd'hui c'est encore un petit peu le cas. On a encore plus d'hommes ici, finalement, plus de femmes ici. On a plus de femmes à New York, et on a plus d'hommes dans les endroits qui sont assez peu peuplés, donc dans les endroits difficiles à habiter, on a plus d'hommes. Et dès qu'on se retrouve dans le centre-ville de San Francisco ici, donc tout est rouge ici, donc il y a plus de femmes, mais dans le centre-ville de San Francisco, c'est là où on trouve le plus d'hommes. Parce que c'est là que... c'est là que toutes les startups qui créent le monde de demain sont en train d'essayer de foisonner. Et les hommes qui vont là-bas, il faut vraiment qu'ils aient un travail, parce que je crois que là-bas, si vous gagnez moins de 100 000 euros par an, c'est difficile de rester sur place. Vous serez en colocation. Il y a une très bonne série qui s'appelle Silicon Valley d'ailleurs, qui montre les gens en colocation, qui essaient de créer leur start-up, etc. Donc voilà, on retrouve ce côté. Voilà. Hop. Donc tout ça pour s'entendre dire à la fin par le ministère de l'égalité. Le ministère de l'égalité édite plein de documents pour expliquer en quoi les femmes sont opprimées, etc. Et ils lisent notamment dans une partie de ce document, j'ai adoré, il y a plus d'employés femmes que de cadres femmes. Et ils montrent la pyramide, ils disent voilà, il y a 42% de femmes qui sont employées, 17% qui sont cadres seulement, et 8% qui sont ouvrières, 3,8% artisans et 0,8% agriculteurs. Ce qu'elle oublie un peu de mentionner ici, c'est que chez les hommes, il y a plus d'ouvriers que d'employés, évidemment. Et oui, voilà, plus de cadres aussi plus d'ouvriers que de cadres aussi. Donc chez les hommes sont plus ouvriers et les femmes sont plus employées ici, et ça se voit. Et malgré tout, elles arrivent à en faire un titre et ça c'est systématique hein, chez les documents du ministère de l'égalité, où qui arrivent à plaindre les femmes en disant oh il y a plus d'employés que de femmes. Bah oui, elles ont des travails de bureau. Donc moi je suis pas contre au final qu'on aménage, disons, la vie des hommes et des femmes différemment. Je suis contre qu'on prétende que l'égalité existe. Si c'est vrai, alors ça peut être le choix des personnes, par exemple. Elles ont peut-être préféré être employées, etc. Donc ça, c'est un choix personnel. Si on nous dit qu'il faut le nombre égal de personnes dans les cadres, les ouvriers, etc., on voit qu'elles sont pas du tout arrivées au bout. Voilà. Donc je suis pas contre qu'on aménage différemment, qu'on ait des rôles genrés dans la société, mais si on les a, il faudrait les assumer. Voilà. Et je voudrais finir cette section sur le travail par une citation de Marguerite Yourcenar, qui était la première femme à l'Académie française. Laissez-moi retrouver ma citation. Hop.
première femme à l'Académie française, qui me fait assez rigoler parce qu'elle était assez anti-féministe au final. Elle l'a peut-être jamais exprimé comme ça, mais elle avait pas sa langue dans sa poche. Et elle dit: beaucoup de femmes se font de la vie d'un homme un idéal et rêvent de la vie d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme idée de la libération, je ne suis pas persuadé, ou quelque chose comme ça qu'elle dit. Et voilà, je suis assez d'accord avec elle. Le travail ne libère pas en tant que tel. Le travail, c'est difficile. Si on fait bien son travail, on grossit. Si on fait trop bien son travail, on finit par mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. Le travail n'est pas une libération. C'est une performance qui est nécessaire pour organiser la vie civile, la vie politique, ou la construction des choses. Mais c'est pas une libération. Le pire là-dedans, c'est qu'on a oublié de dire aux femmes ce qu'elles apportent. J'étais avec ma filleule l'autre jour, c'était le jour de son anniversaire, elle a 13 ans. Et on était au balcon, et je lui dis, regarde, tout ça, c'est les hommes qui l'ont construit. Et ils sont au 8e étage d'un bâtiment, ils ont une vue sur tout Lyon. Et je lui fais, mais regarde, tout ça, c'est les hommes qui l'ont construit. Tous ces bâtiments-là, tout ça, ça a été construit par les hommes. Le salon, les peintures, elles ont toutes été faites par les hommes. Qu'est-ce que les femmes apportent? Et c'était pas une question piège. J'étais pas en train de dire que les femmes n'apportent rien. Et elle savait pas dire ce qu'elle apportait, elle, en tant que femme. Et c'était le jour de son anniversaire, il y avait 8 personnes à table, mais je lui ai dit, mais vous apportez la vie, vous les femmes. Non seulement, littéralement, vous apportez la vie, c'est-à-dire que c'est vous qui faites les enfants, et je suis désolé pour vous que vous ayez cette charge, mais nous on a la charge d'aller conquérir le monde, disons. Mais vous apportez la vie littéralement dans le sens que vous faites des enfants, mais vous apportez aussi le bonheur et l'amour. Sans vous, il y aurait énormément de pans de la poésie qui n'auraient pas été écrits. On écrit toutes nos poésies à l'adresse des femmes, disons. On s'engage dans des travails extraordinaires dans l'espoir qu'un jour une femme va nous reconnaître et accepter de partager notre foyer, si vous voulez, de nous donner un peu de son amour. Et je trouve que c'est d'une cruauté terrible de dire aux femmes qu'il faut être bon en mathématiques aujourd'hui. Elle est mauvaise en mathématiques. Voilà, c'est une cruauté extraordinaire de leur dire qu'elles vont s'illustrer par le travail. On peut s'illustrer en étant, j'insiste sur le bénévolat, parce qu'on peut être présidente d'une association caritative, et c'est beaucoup plus honorable que d'être cadre en entreprise. Honnêtement, je suis assez de l'avis de Marguerite Yourcenar, je vois pas l'intérêt d'aller s'engager dans une carrière de concurrence avec les autres, là où en tant que personne, notre présence simple rend les gens heureux autour de nous, quoi. Elles ont oublié qui elles étaient finalement. Puis aussi, elles ont quitté leur poste, c'est-à-dire que si leur rôle c'était effectivement d'apporter le bonheur et la vie et l'amour dans la société, à l'époque où les rôles étaient genrés, aujourd'hui elles ont quitté ce poste. Et quand on voit les gens quand on voit cette société qui commence à se déliter un peu de tous les côtés, à ne plus vraiment avoir de valeur, etc., on peut se demander si c'est pas simplement les femmes qui ont oublié d'insuffler l'amour chez les hommes. Ouais. Hop. Alors ensuite, au foyer. Donc le foyer, ça commence par la rencontre. Et la rencontre, de nos jours, c'est souvent Tinder. Donc là, le marketing et la commercialisation de l'amour ont vraiment pourri la vie du foyer. On a oublié de dire, disons, que quand on a libéré en 1970 les rôles masculins et féminins, et on a fait la libération sexuelle, on a oublié de dire que les gens avaient des préférences. Et que les carcans qui nous étaient mis pour les hommes aller faire la guerre et pour les femmes rester au foyer de manière assez obligatoire, ces carcans-là étaient aussi faits pour que chacun y trouve un petit peu son bonheur. Et ça fait 2000 ans qu'on a essayé d'affiner ces carcans, et il paraissait absurde en 1968, mais à voir les résultats, on finit par se demander si on a fait un bon choix. Pourquoi je dis ça? Donc on a interdit les rencontres de rue. Marlène Schiappa a interdit la drague de rue, etc. Voilà, ça c'est... Mon grand-père a rencontré sa femme en la bousculant en vélo, de manière intentionnelle. Il lui a fait mal intentionnellement pour pouvoir aller prendre un verre avec elle. Voilà, ce genre de choses, maintenant, c'est interdit, c'est mal vu. On ne doit pas draguer les femmes dans la rue, on doit les draguer dans un endroit qui est prévu à cet effet, un endroit plutôt commercial, puisqu'on vit dans une société, on vit généralement en ville, disons, pour la majorité des Français. Un endroit commercial, que ce soit un bar, une boîte de nuit, bonne chance, ou alors sur des applications de genre Tinder, qui rendent vraiment le marché de l'amour consommable, quoi. On prend, on jette, c'est vraiment le symbole de la personne. Bon, vous êtes certainement d'accord, je vais pas épiloguer là-dessus. Un tiers des mariages se sont rencontrés sur Internet. L'objectif des applications comme Tinder, il faut pas l'oublier, c'est de nous rendre addicts, de nous rendre dépendants.
d'avoir un réflexe de retourner sur ces applications. Elle nous donne aussi l'impression de foisonnement de propositions. Et au final, dans la trentaine, si on n'y prend pas garde, les filles peuvent finir, parce que les filles sont extrêmement désirées dans la trentaine, elles peuvent finir par par faire le tour de plein de garçons finalement, et par oublier quel était le but qu'elles cherchaient à l'origine. Alors c'est à elles de décider leur but, mais je pense pas que le but de tout le monde soit de coucher à droite et à gauche au final. Pour les garçons, Tinder est plus compliqué aussi parce qu'ils ont beaucoup moins de propositions. Il y a nombre de documents sur le sujet, je passe. Il y a aussi le côté marketing dans les journaux. C'est-à-dire, une fois que vous êtes en couple, les journaux vont essayer de vendre des articles avec les titres les plus addictifs, les plus accrocheurs possibles, voilà. Et ils vont vous sortir plein de chiffres qui vont vous montrer que vous êtes discriminé, parce que ça marche bien. On a envie, même moi en tant qu'homme, je fais plein de vidéos sur oh, les hommes sont discriminés, et on a envie de se trouver discriminé. C'est une position confortable dans la société. Et tous ces chiffres-là, à chaque fois, il y a une erreur de raisonnement. 42% d'écart de salaire dans les droits à la retraite. Oui, mais si vous êtes resté avec votre mari, il n'y a pas de problème. On vous pousse ici une idée d'individualisme. Si c'est parce que vous avez moins travaillé, pour un enfant, vous avez le droit de certaines compensations, mais voilà, si c'est parce que vous avez moins travaillé, ça peut être normal aussi. C'est pas ce chiffre-là qui est normal en tant que tel, qui montre une discrimination en tant que telle. Médias, les femmes font 4 fois moins la une des journaux. Eh bien, peut-être. Si les hommes sont plus enclins à vouloir rechercher le succès ou la célébrité, pourquoi pas? Peut-être que les hommes sont dans les journaux plus souvent. Les tâches domestiques, alors ça c'est ça recrute moins que l'idée d'inégalité de salaire. Mais les tâches domestiques, faut savoir je trouve qu'elles sont extrêmement misogynes finalement quand elles listent les tâches domestiques pour en faire un calcul. C'est-à-dire qu'elles prennent que les tâches domestiques que j'aurais associé aux femmes. Et justement, elles trouvent que les femmes en font plus. Donc elles prennent le fait d'aller coucher l'enfant le soir, elles prennent le fait de lui faire un bisou ou de lui mettre un pansement quand il s'est blessé, et voilà, elles prennent ce genre de tâches. Elles ne prennent pas par contre les tâches que j'aurais affectées aux hommes, moi personnellement. C'est s'occuper de la voiture, changer les pneus, aller au garage, poser une étagère, refaire une salle dans la maison, etc. Donc finalement, à travers la démarche qu'elles utilisent pour obtenir ce genre de chiffres, c'est assez amusant parce que finalement c'est misogyne comme façon de faire. Voilà. Une femme sur 7 a déjà été agressée sexuellement, donc on répète la psychose de façon à ce que les femmes se sentent violées en permanence finalement, alors que il y a aussi, enfin c'est vrai, il y a rien de faux là-dedans, mais c'est aussi que les hommes meurent plus au travail, donc au final, il y a aussi des côtés positifs qui vont avec ça. C'est-à-dire qu'avec un joli sourire, on peut avoir certaines entrées que les hommes ne pourront pas obtenir. Voilà. Plus d'une femme sur 4 est en temps partiel, ça ne veut pas dire que c'est subi, parfois c'est une chance d'être en temps partiel. Et enfin, l'inégalité de salaire qu'on répète dans chaque article pour faire croire que les hommes sont simplement des méchants. Voilà. Donc, j'admire les femmes qui, 20 ans après avoir consulté ce genre d'article tous les jours dans les journaux, après s'être fait sermonner, voilà, j'admire les femmes qui ne sont pas influencées par ce genre d'articles et qui n'ont pas une sorte de psychose, d'une impression constante que leur mari les oppresse rien que par sa présence. Je pense qu'il y en a beaucoup qui cèdent à ces idées-là et qui accrochent du coup à l'idée du libéralisme sexuel en disant voilà, mon mariage ou mon couple c'est fini, je vais aller voir ailleurs et on est juste des électrons libres qui se rencontreront et se sépareront régulièrement à la façon Patrick Bruel ou des choses comme ça. Dans la culture qu'il décrit, ça donne vraiment envie d'aller voir à droite et à gauche. Donc, sur le foyer, les rencontres ont été assez pourries. Hop, par ce côté-là. J'ai ici le graphe. Hop. Excusez-moi. J'ai ici le graphe du nombre de partenaires avant le mariage. En 1970, la majorité des gens, 43%, avaient eu un partenaire avant le mariage, ou 0 pour 21% des gens. Donc la moitié des gens se situaient ici. Au fur et à mesure des années, hop, on a eu de plus en plus de gens qui ont eu déjà 4 ou 5 partenaires avant le mariage. Et on va voir ici que le nombre de plus de 10 personnes augmente au fur et à mesure. Hop. Et voilà, on a ici, la moitié des gens se trouvent ici. C'est-à-dire que la moitié des gens ont eu plus de 7 ou 8 partenaires avant le mariage.
Et est-ce que ça pourrait être bien? Enfin, moi j'ai pas d'opinion sur le fait d'avoir rencontré plein de gens avant le mariage. Après tout, pourquoi pas essayer, jeter, etc. Mais ceci dit, quand on regarde les statistiques de dépression, alors je suis désolé, c'est une statistique américaine, mais on reste occidentaux et la culture française et américaine sont finalement beaucoup moins éloignées qu'on le croit. Les statistiques de dépression, suivant le nombre de relations avant le mariage, sont assez visibles. Beaucoup de femmes se jugent très malheureuses au fur et à mesure qu'elles ont plus de relations. On ne sait pas dans quel sens va la causalité. On ne sait pas si c'est parce qu'elles sont malheureuses qu'elles ont beaucoup de relations ou l'inverse, mais on constate que le bonheur est absent. Au niveau de la tenue du mariage, c'est pareil. Je vais passer rapidement parce que j'ai envie de passer un petit peu à la suite. Les mariages, disons, la conclusion c'est que plus on a de relations avant le mariage, et moins le mariage dure longtemps. Hop. À la maison, donc les relations ont été assez pourries comme ça. Les hommes sont assez peu recherchés. Donc ça, c'est le graphe des gens qui sont en couple. Il y a beaucoup moins d'hommes qui sont en couple quand ils ont moins de 25 ans, et beaucoup plus d'hommes qui sont en couple quand ils ont plus de 80 ans. Donc là, on voit qu'il y a une préférence pour les filles en dessous de 25 ans, et que les filles acceptent de se marier avec des gens plus âgés, et que les hommes, du coup, qui se retrouvent à 20 ans, c'est utile de leur dire à l'avance, peut-être que vous ne serez pas très recherchés à 20 ans. Ça ne veut pas dire que plus tard, vous n'aurez pas du succès. Mais si on leur dit pas, ils deviennent incel. Enfin, donc incel, ça veut dire involontairement célibataire. C'est une philosophie, disons, qu'on trouve sur les réseaux sociaux américains, qui est décrite par ça, mais beaucoup de gens le sont, disons, sans le savoir. C'est-à-dire que les hommes ne savent pas forcément pourquoi est-ce que personne ne les désire à 20 ans, et la réponse est simple, c'est que c'est pas votre beauté ou votre jeunesse qui est désirée, ça va être autre chose dans la vie qui sera désirée. Mais bref, quand on a libéralisé le sexe, etc., on n'avait pas réalisé à quel point les femmes se dirigeraient plus vers d'autres gens, et du coup les hommes de 20 ans, ils se retrouveraient dans un marasme émotionnel autour de leurs 20 ans, et que ça, comment dire, et que les filles ne trouveraient pas forcément la bonne personne avec qui se marier. Il y a aussi eu un autre effet, c'est que les hommes ne savent pas forcément ce qu'ils apportent à l'enfant ou dans le couple, ils ne savent pas forcément argumenter leur position de père. Là-dessus, je vous sortirai le livre The Boy Crisis. Donc ça, c'est un livre de féministe, c'est un homme féministe, qui a été président du groupe de New York de la National Organization for Women. Et il s'est battu pour les femmes, en 1970 il se battait pour les femmes, c'était là où il a été président, puis après il s'est battu aussi pour les hommes, parce que pour lui c'était sa conception de l'égalité, c'est de se battre pour le changement culturel pour les deux côtés. Et il disait, les hommes du coup on n'a pas eu notre part, on a oublié de s'occuper de nous dans cette libération. Et il montre à quel point les hommes sont en difficulté, que ce soit la difficulté scolaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc les difficultés scolaires, les difficultés professionnelles, le suicide, etc. Et alors il fait un très bon article sur l'absence de père, qu'on nous ferait croire que c'est tout à fait ok de se remarier ou de faire un bébé toute seule, c'est tout à fait ok que la femme décide seule de faire un bébé ou de ne pas faire un bébé, etc. Et au final, qu'est-ce qu'on voit comme statistique? Donc, en l'absence de père, les garçons réussissent moins bien à l'école, ils sont moins bons en lecture, en calcul et en... j'ai pas la traduction pour le dernier, désolé. Ils ont plus de chances d'être un school dropout, c'est-à-dire de quitter l'école. Ils ont moins de chances d'être employés à 30 ans. C'est-à-dire que, suivant que vous avez eu un père, à 30 ans, vous avez moins de chances d'être employé. Et pire que ça, même si vous êtes employé, en l'absence de votre père biologique, vous gagnez en moyenne, donc c'est aux États-Unis, mais vous gagnez en moyenne 19 800 $ de moins que si vous avez eu un père. Alors ça ne veut pas dire que la causalité c'est directement le père qui crée ça, mais peut-être que la présence du père est un signe de bon fonctionnement de cette famille-là, et que peut-être qu'il faut rechercher ce genre de bon fonctionnement, quoi. Donc l'emploi, le suicide, les gens qui n'ont pas eu de père se suicident beaucoup plus. Les drogues, on a 5 fois plus de chances de prendre des drogues si on n'a pas eu de père. Les SDF et les fugues, on a 90% des fugues qui sont d'enfants sans père. On a le harcèlement scolaire, Là, il pointe quelque chose de marrant, c'est que ce soit la victime ou le harceleur, les deux ont souvent le même profil, c'est-à-dire des notes assez basses, une pauvre estime d'eux-mêmes et des qualités sociales peu développées, et donc, je disais, une absence de père.
C'est vrai que si vous avez des qualités sociales bien développées et confiance en vous, vous allez peut-être pas vous occuper du garçon qui vous ennuie, vous allez juste le mettre de côté et puis voilà. Mais peut-être qu'effectivement, si vous avez peu d'estime de vous-même, peut-être que vous allez être embrigadé dans ce genre de problème, disons. Voilà. La victimisation, donc les victimes de child abuse, les enfants battus sont souvent battus en l'absence du père. Alors ça veut pas dire par la mère, hein, c'est parfois par le nouveau copain de madame, mais ça reste des enfants battus. Les auteurs de crimes, le viol, les auteurs de viol, 80% des auteurs de viol viennent de foyers sans père. La pauvreté, là c'est un point très intéressant, c'est que si vous avez deux parents, si vous êtes dans les classes sociales basses, et que vous avez deux parents, vous avez 80% de chances de monter dans la classe moyenne. C'est-à-dire que c'est pas la pauvreté qui décide de l'absence du père, c'est si le père est présent, vous réussirez probablement, disons, vous avez des moyens de vous en sortir. Et le père apporte vraiment quelque chose de spécial. Après, il parle de l'hypertension, on a plus d'hypertension, 46% de plus d'hypertension si on n'a pas de père, et l'empathie, etc. C'est intéressant de lire ce livre parce qu'il donne les causes. Il explique aussi pour les filles à qui ça arrive, pour les mères à qui ça arrive, comment pallier l'absence du père. Mais il explique par exemple que le jeu de chatouille c'est un jeu extrêmement pédagogique finalement. Par exemple, quand on met le doigt dans l'œil de son enfant, l'enfant apprend que vous pouvez changer de profil et devenir d'un seul coup le père qui s'excuse. Donc vous passez du père joueur au père qui s'excuse. Et puis 2 secondes après, vous allez passer au père autoritaire parce qu'il va falloir aller se coucher. Mais l'enfant est super excité et du coup, il voit les différents aspects, disons, du père. Et il l'apprend aussi pour lui-même. C'est-à-dire que s'il met le doigt dans l'œil de son frère, eh bien, il apprend qu'il doit effectivement changer de comportement pour faire une excuse sérieuse à son frère. Et voilà, tout ce genre de jeu de chatouille, les mères peuvent le faire aussi, mais ça reste différent. On a des rôles différents. Les mères se conçoivent comme plus gentilles. Et je dis ça parce que il parle aussi d'une expérience en magasin où des jeunes de 13 ans essayent de faire passer une bouteille d'alcool par des gens dans un magasin. Et la majorité, 90% des hommes ont refusé de passer la bouteille d'alcool au nom des enfants de 13 ans, et 90% des femmes ont accepté. Pourquoi ? Parce que les femmes se conçoivent comme plus gentilles, plus accommodantes, et je ne pense vraiment pas personnellement qu'il faille changer ces rôles-là. Il ne faut pas faire de l'ingénierie sociale, si vous voulez. On nous a dit maintenant il faut être égaux, peut-être qu'il ne faut pas être égaux. Peut-être que c'est nécessaire, parce que ça peut être nécessaire pour l'enfant de pouvoir aller voir son père et avoir une forme de règles qui sont bien établies, et savoir à quoi s'attendre, avoir un monde prédictible, disons, et pouvoir aller voir la mère quand on a besoin d'autre chose, quand on a besoin d'amour et d'affection en l'occurrence, et que ce soit... Enfin, il n'y a pas forcément quelque chose d'anormal à ce qu'on ait des rôles genrés dans la société, donc il le démontre très bien ici. Ça fait 3/4 d'heure. Juste en conclusion de la situation des couples et des enfants, on remarque, donc ça c'est la conclusion de son livre, c'est les garçons qui ont mal, ils nous font mal. Et c'est le nombre de tueries dans les écoles aux États-Unis par année. Donc en 1966, il n'y en avait quasiment pas, et là en 2015, on arrive au maximum. Mais on s'aperçoit que c'est juste 20 ans après, 15-20 ans après, les années 80 et l'invention, je dirais, de cette quantité d'enfants sans père, où le père a été retiré. Donc voilà, c'est important en tant qu'homme aussi, c'est votre rôle en tant qu'homme, de savoir argumenter votre utilité dans le couple auprès de l'enfant, etc. Il ne faut pas reporter le tort sur la femme en disant « elle ne reconnaît pas mes qualités », etc. C'est à vous aussi de bien connaître vos qualités et de savoir les exprimer. On apporte quelque chose et c'est nécessaire. Voilà. Alors, ensuite, excusez-moi... on peut se demander en quoi, je ne vais pas vous lire tout, hein, mais en quoi le féminisme a apporté ces changements. Et il y a eu beaucoup de choses du féminisme, beaucoup de dogmes, parce que il n'y a pas le droit de penser de certaines autres façons en fait. Beaucoup de dogmes qui ont abouti à cette destruction donc de la famille. Et on peut se demander si c'était intentionnel. Et on va voir une citation de Robin Morgan, donc directrice de publication de Miss Magazine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce magazine. On le trouve dans les cabinets d'avocats. Enfin, on le trouve un peu partout dans le monde à lire sur les tables basses. C'est un magazine féministe et elle a dit
on ne peut pas détruire les inégalités avant d'avoir détruit le mariage. Donc finalement, c'était bien ça son but. Et c'est cohérent avec d'autres citations de féministes, si vous voulez. Finalement, c'était ça leur but à elles. Mais moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est pas qu'il y ait des gens qui aient pensé ça, parce que ça, c'est tout à fait... il y a des gens qui ont diverses opinions partout, et ils font partie de la société, etc. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on les ait écoutés, en fait. C'est qu'on ait écouté toute cette philosophie, le libéralisme. Qu'est-ce que j'avais le libéralisme sexuel, le droit pour la femme seule de choisir l'avortement ou de ne pas choisir l'avortement, mais c'est elle seule qui décide et le mari n'a aucun droit par rapport au choix de tuer l'enfant. Voilà, il y a eu plein de choses là-dedans qui ont fait que le couple a évolué de cette façon-là, si vous voulez. Et on a ici donc la preuve qu'il y avait une intention, mais ça nous dit pas pourquoi est-ce qu'on a écouté ces personnes-là finalement. Et au final, c'est là que j'ai plus que 4 ou 5 slides. Ça c'est le nombre de femmes décédées sous les coups de leur mari. 126 c'est le chiffre prévisionnel disons pour 2019 qui a été fourni par l'AFP. Bon, c'est des chiffres qui sont assez à discuter parce que il y avait un cas par exemple, c'était un homme qui s'était immolé et sa femme qui avait tenté de le sauver et qui était décédée en essayant de le sauver. Est-ce que c'est vraiment une femme battue? Voilà, pour moi c'était un suicide d'homme qui a mal tourné pour la femme aussi, disons. Donc voilà, c'est un chiffre assez vague, mais finalement on retrouve au fur et à mesure des années les mêmes chiffres. Au début d'année, on nous dit à chaque fois sur le calcul de janvier, on nous dit il y a eu un doublement cette année, puis à la fin de l'année, en décembre, on s'aperçoit que finalement le chiffre c'est 126. Voilà, c'est compliqué, mais on s'aperçoit qu'il y a finalement pas de progrès pour les femmes. On s'aperçoit qu'au travail, toute cette campagne pour qu'on ait plus de femmes dans tous nos travails d'ingénieurs, parce que moi je connais ça bien, mais voilà, tout ça participe plus à décrédibiliser des femmes. On va trouver des femmes parce qu'elles est passée là devant le bureau, on va les prendre, on va les embaucher, je caricature, hein. Mais au final ça ne participe pas à la crédibilité des femmes. Et au final on peut se demander est-ce qu'il y a vraiment du progrès pour les femmes, surtout quand on voit les budgets. Surtout quand on voit les budgets, il y a une augmentation tous les ans du budget du ministère de l'égalité, donc 230 millions sous Hollande, 420 millions sous Macron, 530, puis maintenant on est à entre 1 et 1,2 milliard qui inclut la diplomatie féministe de Macron, donc j'aime bien ça parce que je pense que Macron finance quelques associations qu'il aime bien à travers ce genre de choses-là. Je ne sais pas si ça permet de refinancer les gens qui l'ont élu, mais je pense qu'il y a une petite perte d'argent là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui sert réellement pour les femmes. Surtout quand on voit le graphe précédent, il n'y a pas, j'ai du mal à y voir un progrès. Et pareil sur les inégalités de salaire, hein, une fois qu'on a corrigé avec toutes les variables, on voit pas d'évolution. Il n'y a pas vraiment de resserrement ou quoi. Voilà. Et j'ai plus ou moins trouvé la réponse là-dedans. C'est-à-dire, les progrès réels sont très mitigés pour les femmes. Par contre, on utilise des fausses accusations pour évincer des hommes. Donc Julien Assange, c'est un peu l'exemple parfait. Julien Assange, c'est celui qui a révélé la corruption des grands, de nombreux grands de ce monde, disons. Et il s'est caché pendant 8 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres. Et pourquoi est-ce qu'il s'est caché? C'est parce qu'il avait sur lui une accusation de 2 femmes portée en 2010 de la Suède, et du coup il a eu un mandat de perquisition. Donc la seule raison pour laquelle il était pour laquelle on a essayé de le faire tomber, c'était ces 2 accusations, plainte qui a été close, réouverte et refermée en 2019, juste après qu'il ait pu être extradé aux États-Unis. Donc voilà, qu'on n'aille pas me dire que c'était un problème réel de femmes ici, c'était une accusation qui a été utilisée à but politique. Idem pour Brett Kavanaugh, donc juge nommé par Trump à la Cour suprême. Le point commun qu'il y a souvent entre ces accusations, c'était que celle-là, c'était pour une accusation il y a 30 ans, c'est-à-dire en 1985. À 5 ans près, la personne ne savait pas quand s'était située l'accusation, elle ne savait pas dans quelle maison, c'était pas elle la victime, elle disait juste j'ai été témoin qu'à l'étage il a violé quelqu'un, mais je ne sais pas qui, et je ne sais pas ce qu'il y avait comme témoin. Tout ce que je sais, c'est que j'avais pris une bière. Enfin, si vous voulez, de la part de ce genre de personnes-là, on comprend que finalement, là, le féminisme est détourné, finalement, non pas pour profiter aux femmes, mais pour servir à des buts politiques. Et idem pour Boris Johnson, le Premier ministre d'Angleterre. Pendant la prorogation, il a reçu une plainte qui finalement n'a pas
n'a pas eu plus d'écho que ça, peut-être parce que les gens commencent à être habitués, et que finalement il y a plus grand monde qui croit à ce genre d'accusation utilisée à but politique. Neymar aussi, j'ai vu quasiment personne qui a cru l'accusation d'office. Donc ça participe à décrédibiliser finalement les violences contre les femmes, mais ce que je vois à travers ça, c'est que les puissants de ce monde ont l'air de détourner le féminisme pour l'utiliser dans des buts politiques, dans des buts de purge, dans les buts de féminiser par exemple une assemblée de façon à ce que les gens soient plus de votre opinion ou pas, mais voilà, j'y vois un détournement plus politique qu'autre chose. Et j'ai ma dernière slide, la conclusion, hop. Donc, pardon, désolé, 2 slides, désolé. Conclusion, baisse du niveau de natalité. Conclusion, on a ce genre de titre, sans l'arrivée de migrants, l'Union Européenne se dépeuple. Et c'est un petit peu ça, peut-être le but final du féminisme, on n'en sait rien finalement. Et donc, la vraie slide avec laquelle vous pourrez partir, c'est plutôt, voilà, comment résister. Comment résister? Donc, il faut déjà savoir humainement, comment résister? Donc, il faut déjà corriger les règles du mariage. Pour l'instant, l'homme n'acquiert aucun droit quand il signe le papier de mariage. Il ne fait qu'en perdre. La femme en acquiert, puisqu'elle acquiert au fur et à mesure le droit à la prestation compensatoire, etc. Donc, quelque part, les règles du mariage, elles sont certainement à revoir si vous voulez que les hommes se marient un petit peu plus. Mais aussi les règles des relations entre les couples. Aujourd'hui, l'avortement est seulement décidé par la femme, et je ne veux pas dire que c'est à l'homme de décider de l'avortement de la femme, mais il y a certainement quelque chose à discuter sur le thème de la paternité, quoi. Si vous voulez que les hommes retournent vers les filles et recommencent à être séduits, il va peut-être falloir avoir une grosse discussion sur le côté légal du mariage, etc. Le fait que les hommes ne puissent pas avoir beaucoup d'impact, par exemple sur l'enfant, ou qu'au moment du divorce, on ne leur accorde pas la garde, ça change beaucoup de choses aussi sur leur pouvoir pendant la relation, et du coup peut-être que les hommes peuvent se sentir moins légitimes pendant qu'ils sont pères, et du coup moins être utiles à l'enfant. Humainement, il faut savoir, donc avec ce livre, réincarner son rôle genré. Faut assumer, vous n'êtes pas obligé, et c'est normal d'assumer le rôle genré de l'autre côté. Si vous êtes une femme et que vous voulez être ingénieur, c'est absolument génial, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez être un homme ou être une femme, bien le vivre, et il faut absolument l'assumer. Voilà. Savoir ce qu'on apporte à son fils, et savoir expliquer aux jeunes quels sont les défis auxquels ils vont être confrontés. Et enfin, sachez débunker les études féministes. Il y a peu de ces études qui sont vraies, elles sont toutes tirées par les cheveux de façon à servir dans les médias, mais elles sont très discutables. Donc voilà, je vous remercie, et est-ce que vous avez des questions ?